Merci à vous de m'accueillir. Donc juste un complément de présentation. Donc je suis effectivement arrivée à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle il y a un petit peu plus de 18 mois. Je venais de région, Basse-Normandie pour tout dire, donc une de vos régions, des régions voisines. Et effectivement, j'ai d'abord intégré l'équipe projet CPF, qui était une équipe interinstitutionnelle, donc sur le projet CPF lui-même. Et depuis le 15 novembre, j'ai repris le dossier CEP. Donc, puisque au sein de l'équipe projet CPF, j'étais en charge du lien entre le CPF et le Conseil en évolution professionnelle. Donc assez naturellement, j'avais participé aux travaux du Conseil en évolution professionnelle. Et donc je continue dans cette lancée. Avant de démarrer, je vais essayer d'aller assez rapidement sur le PowerPoint qui est long. C'est un PowerPoint national, donc effectivement, en général, on va toujours beaucoup plus vite en région qu'au niveau national, donc vous allez quelquefois trouver qu'on est un petit peu en retard, mais c'est relativement logique dans la mesure où on a comme mission un déploiement homogène sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des régions, donc certains sujets sont plus avancés dans telle ou telle région, et donc notre mission à nous, c'est effectivement de garantir le service à l'ensemble des usagers d'une manière homogène sur tous les territoires. Donc, après ces deux mots, donc juste au niveau du plan, donc quelques éléments de contexte de la réforme que vous avez déjà eu, donc je vais aller relativement vite. Et je pense que ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est la présentation des travaux nationaux, comment ils se sont déroulés, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on attend encore, et sur quoi on est encore en train de travailler. Et puis peut-être un zoom, j'ai essayé de terminer sur un zoom sur les enjeux aujourd'hui sur les territoires concernant le Conseil en évolution professionnelle. Alors dans les premiers éléments de contexte, des éléments qui avaient été un peu surprenants dans une étude qui avait été faite par le Conseil d'orientation pour l'emploi sur la mobilité des salariés et des demandeurs d'emploi, qui révélait que 44% des salariés et 45% des chômeurs sont prêts à déménager pour trouver un emploi correspondant à leur profil. Donc, de ce point de vue-là, le désir de mobilité est réel. Après, une fois qu'on a dit ça, tout de suite aussi, on a vu un certain nombre de freins à cette mobilité. Et donc, en matière de projet de mobilité professionnelle, j'en ai repris 3 des freins qui ont été identifiés, qui font que par rapport à nos voisins européens, on a quelques sujets sur la mobilité. Le premier, bien sûr, c'est tout à fait d'actualité, c'est le taux de chômage. Le deuxième, c'est quelquefois un contrat de travail plus protecteur, donc qui effectivement fait réfléchir les gens en disant j'ai bien chaud là où je suis, donc même si j'aimerais bouger, je ne prends pas le risque. Et puis, et ça, l'enquête révélait ça d'une manière assez importante, c'est l'absence de confiance dans les territoires, dans la capacité des territoires au niveau de l'emploi, à garantir l'emploi, mon emploi et l'emploi des prochaines générations. De manière très différenciée. Là, l'Île-de-France et Pays de la Loire étaient plutôt favorisés, les habitants étaient plutôt optimistes, mais au niveau national, on avait quand même sur l'ensemble 57% des salariés et 68% des chômeurs qui étaient plutôt pessimistes sur l'aspect territoire et capacité à garantir l'emploi des territoires. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce point d'étape? Aujourd'hui, le vrai challenge, c'est d'articuler une dynamique nationale et une dynamique territoriale. C'est-à-dire qu'on est en train de faire monter en puissance des mesures qui sont des mesures d'initiative individuelle et personnelle, le conseil en évolution professionnelle, le compte personnel de formation, et à terme, le compte personnel d'activité. Et donc, c'est une vraie révolution, c'est-à-dire des personnes actives qui se pensent tout au long de leur vie dans une véritable trajectoire. Et à la fois qui s'intègrent de manière homogène sur chacun des territoires, avec l'exigence que ça a en matière de stratégie coordonnée, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc effectivement, le lien avec tout ce qui est développement économique,
avec innovation et internationalisation. Donc en résumé, le challenge, c'est des cohérences personnelles dans une cohérence territoriale, en 2 mots. Alors, un point de rappel, parce que c'est toujours utile de le rappeler, c'est que penser l'articulation entre le conseil en évolution professionnelle et les comptes personnels de formation, comptes personnels d'activité, etc., demain, ça doit se penser dans un environnement qui excède le périmètre national. C'est-à-dire que vraiment, on est dans la dynamique de l'impulsion de l'Europe avec effectivement cette définition de l'orientation qui est un processus qui permet à tout âge et tout au long de leur vie aux citoyens de déterminer leurs capacités, compétences, intérêts et prendre leurs décisions en matière de formation, d'emploi, au travail et dans d'autres cas. Donc ça, c'est le premier point. Donc une dynamique qui dépasse nos frontières. Deuxième point, l'acte 3 de la décentralisation. Donc effectivement, le renforcement des rôles de la région. Et puis, ce qui est tout à fait d'actualité, la réorganisation des régions. Hein, donc effectivement, c'est effectivement ce qui est en cours, avec une organisation du service public régional de l'orientation, la reconnaissance des organismes qui y participent et le rôle de coordination de leurs actions. Voilà, la désignation d'opérateurs, et puis tout cela en lien avec les compétences en matière de développement et d'emploi. Le troisième point qui s'est fait aussi un peu en parallèle, c'est la réorganisation du service public de l'emploi, avec une meilleure coordination des acteurs de l'emploi et l'articulation des politiques emploi, orientation et formation. La réforme de la formation professionnelle, là c'est le cœur du sujet, modifiée et votée, mais qui avait été précédée par les accords nationaux interprofessionnels, hein, donc avec les principes de création du CEP et du CPF, visant la sécurisation des parcours des professionnels. Et puis, eh bien, tout ce qui nous a occupé toute l'année 2015 et qui continue à nous occuper, les modalités de fonctionnement du Conseil en évolution professionnelle et du CPF, et notamment les modalités de financement du CPF. Voilà. Ces quelques éléments, 4 points, ces 4 points qui concourent à changer d'une manière importante, structurelle, à la fois le paysage de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, et à la fois le positionnement des acteurs. Qui va de pair avec une révision de la gouvernance, donc des politiques d'emploi, d'orientation et de formation. Donc la gouvernance quadripartite à tous les niveaux, hein, donc décloisonnement des problématiques d'emploi, de formation et d'orientation à tous les niveaux. Donc création du CNEFOP au niveau national, des CREFOP au niveau régional. L'installation de la gouvernance des instances paritaires COPANEF et COPAREF. Et puis, une des nouveautés aussi qui avait été à cette époque-là de la loi, c'est la reconnaissance des organisations multiprofessionnelles dans la loi du 5 mars et leur nécessaire association. Donc voilà. Donc je dirais que ce qui fait sens aujourd'hui, après un an, après le démarrage de la réforme, c'est vraiment de constater sur chacun des dossiers qu'on a un peu conduits, c'est qu'il y a une nécessaire coordination des acteurs et qu'aucun ne peut agir seul. Donc effectivement, certaines choses qui hier étaient un peu pensées en tuyau d'orgue dans certains aspects, hein, avec la mise en place des différents aspects de la gouvernance et du dialogue quadripartite, mais effectivement, on est obligé de travailler plus dans une coordination d'acteurs. Alors, rapidement, un rappel des objectifs de la réforme. 3 objectifs qui avaient été donnés à la réforme. D'orienter les ressources de la formation professionnelle pour sécuriser les parcours des actifs et favoriser l'emploi. Donc là, effectivement, vous avez tout l'aspect favoriser l'accès aux savoirs fondamentaux. Donc vous avez tout ce qui est en cours au niveau du socle, avec Cléa qui est en train d'être défini. Et un premier niveau de qualification. Dans le même axe, tout ce qui est simplification des circuits administratifs et financiers. Ça, c'est assez clé, hein, parce que c'est ça qui permet à la personne de pouvoir dominer un univers complexe et de pouvoir elle-même être acteur de son parcours.
Donc effectivement, ce champ-là, c'est peut-être celui qui prend le plus de temps, qui va nous prendre le plus d'énergie et de ressources, mais c'est un point extrêmement important de simplifier l'accès à la formation et plus globalement, l'accès à l'évolution pour l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Accompagner, alors le deuxième objectif, c'était d'accompagner les mobilités professionnelles, on a un petit peu ouvert avec ça. Et puis, le troisième objectif, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle continue. Et c'est pour ça que dans tous les aspects, à chaque fois, il y a un lien avec les réalités économiques territoriales, de fait. Et c'est pour ça que les gouvernances ont été installées aussi. C'est pour qu'on soit toujours dans le concret des territoires et des besoins des bassins d'emploi. Et pour finir ma petite introduction, au cœur de la réforme, 2 mesures d'initiative personnelle, donc le compte personnel de formation, qui a pour but de favoriser l'initiative individuelle. Ça fait du bien de se le rappeler parfois, en matière de formation, avec une capitalisation de droits attachés à la personne, droits transférables, donc qui devraient être complétés par la suite par d'autres droits fongibles éventuellement, et la mobilisation de ceux-ci tout au long de la vie active pour accéder à la qualification. Donc on est vraiment effectivement dans la conception de parcours tout au long de la vie, avec des personnes qui peuvent accéder à la qualification d'une manière progressive, hein, donc effectivement dans un parcours. La deuxième mesure d'initiative personnelle, c'est le conseil en évolution professionnelle, donc qui vise, là ça vise à développer la capacité de la personne, hein, donc effectivement la capacité de la personne à s'orienter elle-même, donc à lui donner petit à petit un certain nombre d'outils, de conseils, etc., qui lui permettent petit à petit de faire des choix professionnels, autonomes et éclairés. Avec donc effectivement l'appui d'un conseiller, globalement à son projet d'évolution ou à son projet professionnel, qui peut ou non passer par la formation. Donc effectivement, le conseil en évolution professionnelle a une assise beaucoup plus large, hein, puisqu'on voit bien que certains salariés ont besoin juste de faire le point par rapport à là où ils en sont, par rapport à leur poste, et donc beaucoup plus large que la formation au sens propre. Et puis une offre de service gratuite, démarche à l'initiative de l'actif et donc itérative, c'est-à-dire qu'effectivement il est maître aussi de son parcours, le reprendre, et effectivement c'est un point important sur le fait qu'on l'accompagne tout au long de son parcours. L'ambition qui est sous-jacente, c'est l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels des actifs. Donc là, pas de souci. Alors, le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un petit peu émouvant d'être ici. Disons que le conseil en évolution professionnelle est né de l'expérience conduite en Pays de la Loire, donc vous en parleriez mieux que moi. Pour l'accompagnement des mobilités professionnelles, c'était à l'initiative, vous me corrigez si je me trompe, des partenaires sociaux et de la région. Et donc effectivement, ça a quand même largement influencé la rédaction des éléments qui concernent le conseil en évolution professionnelle, des accords nationaux interprofessionnels. Et en particulier, les 2 points qu'on est obligé de souligner et qu'on souligne assez régulièrement, c'est l'importance de l'initiative individuelle et pour le salarié, le fait que ce conseil est hors de l'entreprise. Ça, c'était 2 accents forts qui ont été repris dans les accords nationaux interprofessionnels et qui restent vrais. L'expérimentation, hein, vue du niveau national, qu'est-ce qu'on en dirait comme point fort? D'abord, le premier point fort, ça a été de partir d'un besoin. Donc le besoin exprimé par les partenaires sociaux en lien avec la région. Pour les salariés, besoin d'orientation et de conseil en matière d'évolution professionnelle. Le deuxième point fort, c'est le portage politique. D'abord, partenaires sociaux région, qui ensuite s'est élargi à une dimension quadripartite. Troisième point fort, c'est qu'en fait, l'expérimentation, hein, quand on me l'a expliqué, elle a été menée en lien avec la définition des territoires. Définition qui a été faite en bottom-up, de bas en haut, avec une orientation, et c'est certainement la clé de ces deux mesures individuelles, une orientation vers le service de proximité à rendre aux actifs.
Donc, effectivement, partir des besoins, partir des territoires, c'était assez intéressant. Le tout intégré dans une politique d'orientation et de formation qui a d'abord été installée puis renforcée, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, le service public de l'orientation, au moment de la labellisation et de l'installation, a été ensuite, dans un deuxième temps, renforcé. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, en parallèle, d'autres régions ont mené des travaux. Certains aspects, on peut dire, s'inspiraient quelquefois de l'expérimentation ligérienne. Alors, certaines régions ont choisi de développer un axe animation territoriale très fort, peut-être plus en lien avec l'emploi et avec les remontées de besoins de formation. Donc ça, c'était un des axes qui avait été pris. D'autres régions ont expérimenté aussi, à l'échelle régionale, une forme de conseil en évolution professionnelle. Et puis, dans certaines régions, on a vu des expérimentations qui étaient plus, en fait, finalement, un parcours, ce que j'appellerais un parcours complet, préqualifiant-qualifiant, personnalisé et modulaire, avec un fil rouge, un référent de parcours qui est le fil rouge, et qui a comme vocation de contacter les différents acteurs du territoire pour le compte de la personne. Donc ça, c'est d'autres types d'expérimentation. Mais l'ensemble des constats allait dans le même sens, d'un besoin de proximité, de simplicité et de lisibilité. D'une part, ça c'était le besoin, et qui passait aussi par une coordination des acteurs à un niveau territorial. C'est-à-dire que vraiment, l'importance pour la personne de simplifier son accès à la qualification ou son accès au conseil par une coordination d'acteurs. Donc, au niveau de l'histoire, les points forts de ces expérimentations ont été portés au niveau national lors de la négociation des accords nationaux interprofessionnels. Il faut dire que dans la même temporalité, à l'initiative du gouvernement, des travaux étaient menés parallèlement aux discussions avec un groupe national quadripartite dont l'animation a été confiée à Jean-Marie Marx. Et donc ces échanges, donc les deux échanges en parallèle des parties prenantes du quadripartisme ont contribué à plusieurs points. Donc le premier point, c'est d'ouvrir, on a décidé d'ouvrir le bénéfice du conseiller en évolution professionnelle à l'ensemble des personnes actives, puisque l'expérimentation était orientée salariée au départ. Donc là, il y a eu cette décision de l'ouvrir à l'ensemble des personnes actives, de leur entrée sur le marché du travail jusqu'à leur retraite. Donc ce premier élargissement décidé d'une manière quadripartite a été porté par la loi du 5 mars, avec quand même des points d'évolution entre les contenus des accords nationaux interpro et la loi. Donc, résumé en deux axes, en fait, qui ont été le fait dans la loi, de bien ancrer la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle dans le service public régional de l'orientation. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi ? Le but, c'était de garantir sa visibilité et puis de l'inscrire dans les valeurs du service public, donc neutralité, anonymat, gratuité. Le deuxième point, qui était de prendre en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Donc c'est les deux points qui effectivement ont été soulignés dans la loi. Ainsi, bon, donc, tous ces éléments pour dire qu'en fait, le conseil en évolution professionnelle qui est en train de monter en charge aujourd'hui, c'est le fruit de toutes ces influences. Donc effectivement, il est le résultat de toutes ces négociations au niveau des accords nationaux interpro, ensuite avec un groupe quadripartite, ensuite entériné dans la loi. Mais sur la base de départ d'expérimentation au niveau des régions. Là, je pense que vous avez eu tous le schéma qui est dans le guide repère du conseil en évolution professionnelle. Je ne vais pas m'y attarder plus que ça, puisque vous l'avez en référence. Alors, un petit point sur la dynamique nationale et les livrables du conseil en évolution professionnelle. Donc on s'est un petit peu inspiré au niveau national de la richesse du dialogue quadripartite qu'il y avait eu en amont.
pour prendre en compte les conclusions du groupe de travail, du groupe quadripartite piloté par Jean-Marie Marx. Et donc, en amont de la rédaction du cahier des charges, la même chose, un groupe de travail qui a été piloté par la DGEFP, mais qui réunissait tous les acteurs du quadripartisme en associant les réseaux d'opérateurs CEP nationaux qui avaient été désignés. Alors, et puis, quand il s'agit en parallèle de définir le cadre de mise en œuvre, on a associé un groupe technique élargi qui réunissait les opérateurs, l'ARF, le Copanef, Centre Info et l'Intercarif. Donc là-dessus, ça, on a souligné, ça a été vrai pour le CPF, mais c'est vrai aussi pour le CEP, qu'on a toujours essayé de le faire en co-construction, avec des allers-retours réguliers avec les instances de gouvernance, avec effectivement des validations partielles, des allers-retours, des re-rédactions, un travail important, mais qui fait que le guide, finalement, est le fruit de l'ensemble de ces travaux. Avec, bien sûr, le principe, dès que le CNEFOP a été installé, on y a porté les travaux en l'état tels qu'ils étaient, et donc petit à petit, ça a été validé par les différentes instances, par le CNEFOP dès son installation notamment. Alors, 5 chantiers qui ne sont pas tous complètement finis, certains même sont plutôt en train de démarrer. Donc, une coproduction de livrables, donc ça je ne réinsiste pas là-dessus, mais avec 5 thèmes. L'offre de service, bon, celui-là, on a déjà bien avancé. Les indicateurs, la professionnalisation, la coordination des acteurs et la communication. Donc je vais les passer en revue, vous m'arrêtez si vous avez une question, mais je vais essayer d'aller assez rapidement. Sur l'offre de service. L'offre de service, donc on a confronté le cahier des charges du Conseil en évolution professionnelle à la réalité des pratiques des opérateurs dans ce groupe de travail. Et ça a permis de mettre un certain nombre de points en évidence. Donc que le niveau 1, donc le niveau 1 du CEP tel que défini, c'est la cible. Et il vise l'accueil, l'analyse de la demande et l'orientation vers le bon interlocuteur. Et que le SPRO correspond à minima à ce niveau 1 du CEP. Ça, c'est le point sur lequel sont tombés d'accord l'ensemble des acteurs au moment de cette définition. Le travail aussi avec les uns et les autres a fait ressortir une fonction un tout petit peu transversale. C'est-à-dire qu'on s'est dit que le fait de faire progresser la personne dans l'autonomie, ce n'était pas lié à un moment du CEP ou à un autre, c'était bien quelque chose de transversal dès le premier contact. On essaye de lui donner les informations, les outils et de lui donner les conseils et l'accompagnement qui lui permettent de progresser. Donc c'est transversal à l'ensemble du Conseil en évolution professionnelle. Et puis la mise en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation, intégrant les exigences du cahier des charges, mais sous la responsabilité de la région. Voilà, donc là-dessus, vous avez dans le guide repère un certain nombre de référentiels d'activité, les services et prestations mobilisés, les principes directeurs de mise en œuvre, enfin un certain nombre de points. Alors, ce qui était assez sur cette offre de service, ce qui était un petit peu dans les fioretti des groupes de travail, c'est quand on a fait la restitution en grand groupe de ces travaux. Les opérateurs nous ont dit les 2 points qui sont à approfondir en premier, enfin qui nous semblent les plus importants, c'est le niveau 1, c'est-à-dire en fait comment orienter vers le bon interlocuteur, surtout, et c'est le niveau 3 avec l'ingénierie financière. Ça, c'est ce qu'ils disaient à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, et quand on entend aujourd'hui les restitutions dans les commissions du CNEFOP, on s'aperçoit qu'effectivement, le cœur du sujet, c'est peut-être ni le niveau 1 ni le niveau 2, mais bien le niveau 3, mais bien le niveau 2, pardon, c'est-à-dire l'ingénierie de parcours. Comment je fais, comment j'utilise l'approche par compétence avec l'ingénierie de professionnalisation pour effectivement travailler avec la personne. Donc voilà, donc une première approche, et puis on voit bien les problématiques mûrissent dans l'ensemble des réseaux, et petit à petit, voilà, l'ingénierie financière qui paraissait insurmontable
finalement, pose moins de problèmes que prévu à des réseaux dont certains maîtrisaient déjà bien cet aspect-là. Par contre, sur accompagner la personne dans une dynamique individuelle, c'est vraiment ce qui exige le plus de montée en puissance au niveau de la professionnalisation. Les indicateurs CEP. Donc, un socle d'indicateurs nationaux qui a été validé par le CNEFOP. Ces indicateurs sont axés sur le niveau 2 et le niveau 3 du CEP. Donc, je ne vais pas insister plus largement que ça, je vais peut-être vous montrer juste le tableau de bord qui va être disponible bientôt. On a juste, pour avoir une idée, puisque bien sûr, un tableau de bord, ça exige de chacun des réseaux de faire évoluer son système d'information pour être en capacité de transmettre les données. Donc les uns et les autres, certains transmettent déjà, d'autres ça approche, mais pour l'instant, ils n'ont pas transmis. Donc ce point-là, on a décidé en novembre là d'une enquête flash, donc d'interviewer l'ensemble des réseaux nationaux sur le nombre d'entrées en CEP, le statut des personnes et puis la mobilisation ou pas d'un financement. Voilà. Donc ce travail d'indicateur est complété par un nombre restreint d'indicateurs de niveau 1, puisque là, il y aura plus d'acteurs concernés. Donc effectivement, il y a eu un souhait effectivement d'avoir un nombre d'indicateurs assez resserrés qui sont définis par les régions. Voilà. Rapidement, donc voilà un petit peu comment ça se situe pour les indicateurs de niveau 2 et 3. Donc chaque opérateur transmet dans une plateforme qui reçoit les données, avec une production mensuelle de tableaux de bord à destination du niveau national comme des niveaux régionaux, puisque les tableaux de bord sont régionalisés. Et donc voilà, voilà ce qui est prévu pour les niveaux 2 et 3, avec la maquette qui va avec. Un troisième chantier sur la professionnalisation. Quand je disais que certains étaient en plein démarrage, il y a des aspects de celui-là qui sont en plein démarrage. Donc un soutien et un suivi des actions de professionnalisation au sein des réseaux. Donc ça, je pense que vous y êtes assez sensibles. D'une part, au niveau national, l'axe de professionnalisation a été défini avec chacun des opérateurs, dans les conventions avec les opérateurs. Une politique d'appui au développement de compétences, et puis une des missions de l'État qui est effectivement de veiller à ce que les opérateurs CEP, aussi bien en tant qu'employeurs qu'en tant qu'opérateur CEP, s'engagent dans la professionnalisation de l'ensemble des conseillers appelés à délivrer le conseil en évolution professionnelle. La professionnalisation en interréseau, donc ça on y revient après, donc je pense que je ne vais pas trop insister là-dessus. Et puis un projet de communauté de pratique qui est porté par Centre Info, avec l'appui de l'Université ouverte des compétences et des CARIF, pour échanger entre pairs, essayer de résoudre des cas concrets, quelque chose qui soit à la main des conseillers, qui ont besoin d'un appui et qui veulent échanger avec d'autres sur des cas concrets du conseil en évolution professionnelle, ce qui permettra aussi de les aider à mutualiser des bonnes pratiques, puisqu'on sait très bien que certaines régions vont plus vite que d'autres dans certains domaines, donc le partage d'outils, c'est quelquefois quelque chose de très intéressant pour les conseillers, ou le partage d'accentuation. Et puis de disposer de ressources pertinentes et de qualité à tout moment. C'est pour ça effectivement qu'il y a une implication des CARIF, qui ont aussi cette mission au niveau régional dans ce projet. Donc la communauté de pratique qui est créée à un niveau national pourra comprendre des espaces régionaux et être alimentée par les CARIF, puisqu'on sait bien qu'en matière de financement, il y a quelquefois des choses qui existent dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc il y a forcément besoin de territorialiser. Le chantier 4, la coordination. Donc coordination des travaux au sein du CNEFOP avec commission des parcours et puis bureau et puis séance plénière du CNEFOP. Voilà, prise en compte, ça je l'ai déjà dit, le conventionnement État avec les opérateurs, la boîte à outils, donc ça c'est effectivement ce qu'on a mis en place. La coordination régionale de la mise en place, donc avec les axes du contrat de plan État-région, donc sur la professionnalisation, sur le
le financement des CARIF. Certains points sont prévus à ce niveau-là. Le conventionnement entre l'État et la région, plus globalement, hein, on disait toujours tout à l'heure qu'effectivement, on est vraiment dans une logique de rendre cohérents les politiques emploi, formation, orientation. Donc c'est dans la même veine, la coordination de compétences à ce niveau-là. Et puis le conventionnement pluriannuel entre l'État, la région et puis les membres du service public de l'emploi qui est prévu. Voilà. Juste peut-être un zoom sur la convention de coordination État-région, sur les principes qu'on a essayé d'y défendre. Bah, la garantie de l'accès à l'information gratuite et objective sur l'emploi et les métiers. Ça fait partie des points forts. La garantie de l'accès à des services de conseil et accompagnement de qualité. Là, on est tous sur ce sujet-là. Et la garantie de l'accès pour les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme à une durée complémentaire de formation. Voilà, donc les objectifs, complémentarité d'acteurs, professionnalisation continue des acteurs du service public régional de l'orientation et du partage de bonnes pratiques, et puis la promotion de services dématérialisés en réponse à la diversité des besoins sur l'ensemble du territoire. Donc là, pour le coup, sur cette coordination, le périmètre dépasse les opérateurs nationaux dont on parlait tout à l'heure, mais c'est bien l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire aussi bien sur tout ce qui concerne l'orientation dans le monde scolaire avec les CIO, SCUIO pour les universités, les opérateurs CEP eux-mêmes, les consulaires et tous les organismes reconnus membres du service public régional de l'orientation. On s'est essayé un schéma sur le service public de l'orientation pour visualiser un petit peu ce qui était service public régional de l'orientation avec la coordination des réseaux du Conseil en évolution professionnelle et des autres acteurs membres du service public de l'orientation en région. Et puis, bah, effectivement, ce dialogue et cette coordination et cohérence avec l'orientation scolaire et universitaire nécessaires en région. Tout ça avec un autre schéma qui est un peu complémentaire, en tout cas dans notre esprit, c'est le fait que l'offre de services, c'est un cadre national décliné sur les territoires. Hein, donc effectivement, avec quand même des points d'attention, c'est que le service public de l'orientation tout au long de la vie qui regroupe la formation initiale aussi, l'orientation scolaire et universitaire, elle s'adresse à toute personne, alors qu'effectivement le conseil en évolution professionnelle tel qu'il a été défini s'adresse à tout actif, donc on n'a quand même pas tout à fait la même sphère. Et ben, les liens où effectivement le lien fort entre les différents niveaux du conseil en évolution professionnelle et l'importance de la coordination de l'ensemble, aussi bien de l'ensemble du périmètre que surtout de soigner tout ce qui est coordination des acteurs. Et puis ben, les prestations hein, qui sont possibles et qui permettent aussi d'aider la personne à construire son parcours. Rapidement, chantier 5, l'identité visuelle, là vous l'avez sous les yeux. Un gros enjeu parce qu'effectivement on a eu des campagnes de com, la campagne de com sur le conseil en évolution professionnelle, je pense que ça passera plus par des événements, ça passera plus par les différents réseaux eux-mêmes, par la formation qu'ils feront auprès des entreprises ou auprès des bénéficiaires, hein, parce qu'effectivement on a fait une campagne qui était centrée sur CEP et CPF, mais c'est essentiellement le volet CPF hein, qui a été perçu par les acteurs. Voilà. On a fait 2 opérations en réseaux sociaux qui étaient assez modestes mais assez positives au niveau national, qui ont permis aux acteurs de travailler ensemble, hein, de répondre ensemble aux questions de tous les usagers. Et puis la participation commune au niveau national à des salons sur la mobilité. Voilà. Un petit point qui commence à nous remonter, c'est effectivement, on a plusieurs régions qui nous ont dit qu'ils souhaitaient faire des événements communs sur des salons emploi ou des salons mobilité en région, et donc faire des stands communs où l'ensemble des opérateurs
CEP ou du service public régional de l'orientation travailler ensemble. Donc on est en train de réfléchir à des outils de com plutôt axés CEP. Et puis bon, rapidement, le guide pour vous aider, pour aider tout le monde à la mise en œuvre. Donc fixer des principes généraux de mise en œuvre avec des documents ressources, donc le guide et ses annexes, qui a fait l'objet d'un consensus quadripartite, ça je vous l'ai dit. Et un point à souligner, c'est qu'il a vocation à évoluer pour être enrichi. Ceux qui sont attentifs ont remarqué qu'il manquait quelques annexes. Nous sommes encore en train de rédiger certaines d'entre elles, d'une part. Et d'autre part, c'est appelé à être enrichi des expériences en région. Et puis un point qui est un point fort aussi, c'est qu'il a été diffusé en même temps par toutes les instances de gouvernance quadripartite à l'ensemble des réseaux. Donc là, c'est... J'ai bientôt fini, je vais vous laisser la parole. Juste quelques points sur les enjeux qu'on voit sur les territoires au niveau de la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle aujourd'hui, puis la manière dont il évoluera demain. Ces services de proximité accessibles à tous, ça entraîne une vigilance sur l'axe simplification et modernisation. Ça, c'est un des grands axes qui est déjà démarré, mais qui est encore devant nous pour une partie. C'est-à-dire viser la simplification et la modernisation administrative à tous les niveaux. C'est dites-le nous une fois du service public, ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des techniques informatiques qui permettent assez facilement de communiquer de SI à SI. Donc effectivement, à chaque fois qu'on peut travailler comme ça, ça permet au réseau de se concentrer sur leur cœur de métier, de conseil aux actifs. Enfin, je dis ça, mais c'est à terme, parce qu'effectivement, on a monté très vite en puissance, donc on a eu une période transitoire et on est toujours dans la période transitoire. Mais ce qu'on vise, et ce que tous les réseaux visent, je pense, c'est effectivement d'avoir des outils un peu modernes et qui évitent, de la double saisie. Le deuxième enjeu, qui est de s'assurer que chaque réseau a bien toutes les informations et tous les outils qui lui permettent de répondre à ce que demande le cahier des charges, c'est-à-dire de ne pas renvoyer la personne vers une autre structure. Donc ça, c'est un vrai challenge, de diminuer les démarches inutiles de la personne. On a eu tout un groupe qui a travaillé au niveau national sur, vous avez sans doute vu que les OPCA ont mis à disposition sur l'espace CPF une demande de prise en charge commune. Ça fait partie du travail utile qui peut être fait, c'est-à-dire effectivement d'avoir quelque chose qui a mis à disposition des réseaux et du titulaire et qui lui permet de devenir un peu autonome en remplissant sa demande et avec appui ou sans appui. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est exigeant par contre, parce que ça exige une clarification des modalités à un niveau territorial comme national de sollicitation des financeurs. Comment je fais pour faire financer une formation ou une prestation? Comment je fais pour insérer un dossier de rému et de frais annexes? Voilà. Donc c'est ça qui est le point fort qui est devant nous, de continuer à simplifier pour que la personne elle-même puisse être vraiment actrice de son parcours. Deuxième point, c'est-à-dire que un deuxième axe, c'est le déploiement homogène et l'égalité d'accès, quel que soit le territoire. Donc garantir la lisibilité territoriale de l'offre de services et de sa complémentarité avec celle des autres en matière de conseil en évolution professionnelle. Le contenu du guide, c'est un premier noyau de base, qui est la base d'un déploiement homogène sur l'ensemble du territoire. Ça a pour but, c'est pas neutre ce point-là, c'est en fait un point d'attention des partenaires sociaux et là-dessus, sur l'homogénéité du déploiement, pour qu'effectivement un salarié qui change de région, qui change d'entreprise, puisse être assuré d'avoir la même qualité de service quand il demande un conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est un point d'attention
qui n'empêche pas bien sûr les spécificités territoriales, mais c'est un point d'attention de justement ce déploiement sur l'ensemble du territoire pour la mobilité professionnelle et favoriser les parcours. Et puis un point qui est le fait que c'est à l'initiative de la personne, c'est-à-dire que le recours au conseil en évolution professionnelle n'est pas systématique. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive, hein, on a beaucoup débattu de ça avec les opérateurs, si quelqu'un se présente avec un projet de formation bouclé, son projet est réaliste, il a travaillé avec un bilan de compétences par exemple, enfin, avec un autre acteur, il arrive et que ça emporte un parcours de formation, on n'est pas obligé de le faire passer en conseil en évolution professionnelle. Le conseil doit avoir une vraie plus-value pour le bénéficiaire, hein, et ce n'est pas un point de passage obligé pour l'accès à la formation. Voilà, donc ça c'est des petits points qu'il faut répéter assez régulièrement, hein, et notamment effectivement une formation CPF. C'est aussi pour ça qu'on a mis les demandes de prise en charge sur le site, c'est aussi pour visualiser le fait que voilà, le conseil en évolution professionnelle, c'est une démarche qui est à la main de la personne. Je conclus, et c'est une des questions qui m'a été posée quand je suis arrivée, ça c'est le dernier slide, rassurez-vous. Des chantiers transversaux qui sont en cours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés au conseil en évolution professionnelle, ils ne sont pas liés à strictement parler au compte personnel de formation. Des chantiers transversaux, mais qui ont été dynamisés, parce que bon, l'intérêt du CPF et l'intérêt du conseil en évolution professionnelle, c'est que finalement, ça a mis le doigt sur un certain nombre de points qui dysfonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas assez bien du côté de la certification, du côté de l'offre de formation, du côté d'un certain nombre de points. Et donc, ce qui a amené aussi les acteurs à s'en saisir et à essayer de faire des préconisations ou de trouver des solutions. Donc là, j'en ai mis 3. Il y en a d'autres, hein, mais j'en ai mis 3. Il y a eu un travail entre la CNCP, les partenaires sociaux, la DGEFP, pour aboutir à une définition commune des blocs de compétences. Sujet qui nous est posé régulièrement depuis 1 an, aussi bien par les organismes de formation que par les opérateurs. Voilà, comment je fais? J'ai en face de moi quelqu'un qui ne veut pas faire toute la certification, mais qui veut ne faire qu'un bloc, ou qu'un CCP, par exemple, si on parle des titres professionnels. Comment je fais? Donc voilà. Donc la définition, elle vient de sortir, ils sont tombés d'accord là-dessus. Et donc après, il restera à l'instruire au niveau technique, informatique, pour que demain, quand on va choisir le CAP de cuisinier, par exemple, hein, comme formation dans le compte personnel de formation, si le certificateur a défini des blocs de compétences, on puisse choisir la certification, certes, mais un seul bloc de la certification si c'est ça dont j'ai besoin. Donc voilà, ce point-là avance. Pour qu'il soit vraiment opérationnel, c'était une des questions tout à l'heure, il va falloir quelques temps parce que là, il y a du SI qui doit se mettre en ligne, du système d'information. Voilà. Le chantier aussi, qualité du référentiel d'offres de formation. Là encore, ça nous a été remonté par beaucoup de territoires, l'égalité d'accès des personnes à l'offre de formation. Hein, donc là, le fait d'avoir des listes régionales, ça a beaucoup soulevé ce sujet-là. Hein, parce que les coparef, quand ils ont pris le sujet, n'ont pas tous pris de la même façon. Donc effectivement, il y a eu des étonnements des titulaires. Je peux devenir ça à tel endroit et pas à tel autre. Voilà, donc toute cette culture des besoins économiques du territoire et de la certification liée aux besoins en emploi, bah, ça prend du temps. Et effectivement, il y a aussi un gros travail au niveau de l'offre de formation qui est en cours avec l'Intercarif et avec un certain nombre de réseaux. C'est les règles communes d'accès pour chacun des carifs pour que l'éligibilité soit bien visible de la même façon, quel que soit le territoire. Donc, ça, c'est un point qui s'améliore de jour en jour. Je pense que vous avez tous vu que quand même sur ce point-là, ça s'est amélioré. Mais effectivement, il est encore en cours. Et puis,
le travail qui est mené et qui est à mener, hein, il y a eu le décret qualité de la formation. Donc tout le travail en lien avec les financeurs pour justement améliorer la qualité de la formation offerte aux titulaires, enfin aux personnes, aux bénéficiaires. Voilà. Ces 3 chantiers, l'intérêt de ces 3 chantiers est d'essayer de les mener le plus vite possible au niveau national, même si forcément ça implique un bon nombre d'acteurs, donc ça prend du temps au niveau national quand il y a un grand nombre d'acteurs à concerter. Mais le but, c'est de simplifier et de sécuriser le travail des réseaux, en fait, hein, qui délivrent le conseil en évolution professionnelle, parce qu'effectivement, et de l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle, de pouvoir accéder au bloc de compétences, de pouvoir accéder à une offre de formation lisible et effectivement qui soit la même en Basse-Normandie qu'en PACA. Voilà, c'est un point important. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je vous laisse la parole. Questions CPF, CEP, comme vous voulez, ou remarques. Des questionnements, des remarques. Plus difficile est toujours d'avoir la première remarque ou la première question, mais... Oui. Oui, bonjour, Patricia Dufy, Région. Une question peut-être très naïve. Je me demandais, est-ce qu'il y a un volume horaire associé à la prestation, en fait, ou est-ce que c'est à la convenance de chaque opérateur? On n'a pas mis de volume sur le conseil en évolution professionnelle? Oui. Non, on n'a pas mis de volume horaire, hein, effectivement. Les opérateurs le définissent, ont leur propre offre on définit leur offre de service. C'est itératif. Donc effectivement, ce qu'on demande aux opérateurs, c'est que si la personne demande un conseil en évolution professionnelle, qu'elle souhaite l'arrêter, elle peut le reprendre. On n'a pas mis un volume horaire précis. Hein. Donc effectivement, ce point-là a été débattu dans les groupes métiers. De fait, ce qu'on demande, par contre, on est exigeant par rapport aux opérateurs sur le fait que si la personne souhaite accompagner, puisque c'est ça à son initiative, hein, jusqu'à la réalisation de son plan d'action et donc jusqu'à la réalisation de son évolution professionnelle ou de sa sortie de formation, effectivement, le conseiller le suit sur l'ensemble du parcours. Donc voilà, donc on est plus resté sur une notion de qualité du contenu concerté avec la personne plutôt que d'aller vers un volume horaire. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans une prestation photographie, on est dans une prestation dans la durée, en fait. Moi, je me pose la question de concrètement, une personne donc, qui veut activer un CEP, vers qui elle s'oriente? Est-ce qu'elle passe par Internet et elle consulte, ou est-ce qu'elle va voir Pôle emploi ou un autre organisme? Comment ça se passe? Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs ont créé une offre. Déjà, effectivement, on a mis un certain nombre de liens sur les sites nationaux qui lui donnent des points de repère, hein, donc les personnes vers lesquelles s'orienter, qui lui expliquent effectivement, parce que de fait, on a les 5 opérateurs nationaux, mais on a aussi tous les OPACIF, hein, avec les caractéristiques particulières pour les salariés. Donc on a essayé d'expliquer ça sur les sites nationaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services à distance disponibles. Hein, si vous alliez... alors je ne sais plus si c'est mon CEP, FONGECIF. Enfin, il y a on a mis les points, les adresses dans le guide. Il y a déjà des informations avec les adresses des sites sur les endroits où aller. Après, bien sûr, reste, mais je ne sais pas si en Pays de Loire c'est déjà fait ou s'il y a déjà des outils de ce type-là, reste effectivement au niveau territorial à, de fait, avoir des outils qui permettent
de mieux orienter sur un territoire ou un bassin d'emploi précis la personne en fonction des permanences, en fonction des... Voilà. Donc dans le guide, nous avons mis les adresses où la personne peut trouver tout, quel que soit le réseau, peut trouver l'adresse utile. Par contre, ça reste effectivement à enrichir et à préciser sur chacun des territoires. Mais je pense que c'est déjà le cas, hein, il me semble, dans les bases des CARIF. J'ai vu sur certains aspects qu'il y a des cartographies et qu'il y a des... Est-ce que ça veut dire concrètement que les professionnels donc, qui vont accompagner les salariés, les actifs, auront la même démarche s'ils ont des employeurs différents? Par exemple, est-ce qu'un conseiller pour l'emploi aura la même démarche qu'un conseiller du FONGECIF, si j'ai bien compris, ou un conseiller de mission locale, ou est-ce qu'il y aura un checklist ou quelque chose, ce sera clair, où chacun devra accompagner de la même manière? Déjà, effectivement, il y a tout le travail, hein. On expliquait que le niveau 1, le niveau d'information, il prévoit d'orienter en une seule fois, en poussant une seule porte, vers le bon interlocuteur. Donc il y a eu tout un travail des missions locales, des Cap Emploi, de Pôle Emploi, des FONGECIF, des OPACIF, de l'APEC, je ne vais pas en oublier, de se faire connaître les uns aux autres leur offre de service. En général, ils restent sur leur public, hein, pour le niveau 2 et 3, hein, je parle, leur public de compétences. Hein, donc mais ce point-là, effectivement, est normalement acté. À l'intérieur du guide, vous avez effectivement les différents actes professionnels et effectivement la manière dont ils sont délivrés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. C'est ça dont ils vont rendre compte dans les indicateurs. Donc on attend quand même la même délivrance. Après, bien sûr, avec les spécificités des missions locales, dans l'accueil des publics jeunes, avec les expertises de Cap Emploi dans l'accueil des personnes à handicap. Voilà, donc un certain nombre de points qui font que définir le bon acteur dès le départ, c'est un point sensible et un point important. Et ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment le faire du niveau national parce que sur les territoires, les acteurs ne sont pas présents de la même façon et n'ont pas forcément non plus la même offre de service. Voilà. Alors, il y a 3 questions. Bonjour, est-ce qu'un étudiant a droit à un compte personnel de formation dans le cadre du SUIO? Les actifs. Les actifs, c'est ceux qui ont un travail étudiant? S'il travaille, là, il faudrait regarder le site, je ne connais pas toutes les réponses par cœur. Il me semble qu'effectivement, s'il a une activité professionnelle, il a des droits. Hein, donc effectivement, parce que ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il a des heures? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui a créé un compte? Ça, c'est oui. S'il a plus de 16 ans, on lui a créé un compte. Donc il a un compte personnel de formation, ça lui a été créé. Hein. Par contre, est-ce que ce compte a été alimenté d'heures liées à son activité professionnelle? Ça dépend de sa situation. D'accord. Et son interlocuteur, ce sera bien le SUIO? S'il est étudiant, oui. Son interlocuteur naturel, c'est le SUIO. Mais effectivement, là, pour le coup, on est dans le cadre de l'accompagnement qui est lié à la formation initiale et à la formation universitaire. Ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'à partir du niveau 2, 3, est-ce qu'il y aura un document contractualisé ou alors quelle sera la traçabilité pour l'une et l'autre partie? Ça fait partie des éléments de fait qu'on a travaillé. Il y a un document de synthèse qui est... Le conseil en évolution professionnelle donne forcément lieu à un document de synthèse qui est la propriété unique du bénéficiaire. Donc on le remet au bénéficiaire. Alors, il y a eu des grands échanges au niveau national sur ce sujet-là. Et donc, effectivement, nous avons normé le contenu du document de synthèse, mais chacun des réseaux est en train de le... Vous avez vu que notre option, ça a été de dire on ne rajoute pas de système d'information, mais chaque opérateur travaille dans son système. Donc, chaque opérateur produit son propre document de synthèse à partir des données de son système d'information. Donc, de fait, on a normé les rubriques, le contenu, mais il n'y a pas un document type, même si, effectivement, certains opérateurs, on a eu la question la semaine dernière ou il y a 15 jours, des opérateurs ont donné leur modèle à eux, le modèle issu de leur SI,
voilà, c'est un des documents de synthèse. Voilà. Mais oui, il y a un document de synthèse qui était vu dès le début, hein, et où effectivement, qui permet aussi aux bénéficiaires d'avoir une trace de son parcours et de pouvoir, s'il en a besoin, travailler ça, s'il le souhaite, avec son service RH s'il est salarié, ou de pouvoir, s'il le souhaite, hein, bien sûr, revoir un conseiller en évolution professionnelle 2 ou 3 ans après pour refaire un nouveau parcours. Bonjour. On voit beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui délivrent du bilan de compétences, qui s'inquiètent beaucoup du CEP. Quelle réponse vous leur apportez aujourd'hui ? J'ai le droit de botter en touche. il y a un groupe de travail des partenaires sociaux sur le sujet, effectivement, et ça nous sur la complémentarité entre le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. Donc effectivement, ce sujet-là a été pris en compte. Je n'ai pas pour l'instant d'éléments sur comment ils ont avancé, hein, mais de fait, le bilan de compétences continue. Hein. Dans les financements, on en voit passer pas mal. Il continue, donc de fait, il n'y a pas de... Les partenaires sociaux souhaitaient travailler sur la complémentarité. Mais en fait, le bilan de compétences est tout à fait compatible avec une démarche, puisqu'on est quand même... on est quand même dans une photographie à un moment donné, dans une approche par les compétences qui est utile. Les OPACIF et Fonds GESIF continuent à financer des bilans de compétences, à ma connaissance. Hein. Mais dès qu'on aura du nouveau, on fera une fiche. Bonjour. Concernant la communication faite sur le Conseil en évolution professionnelle, j'ai entendu que les territoires allaient être acteurs de l'organisation d'événements. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'au niveau national, on parle de la possibilité d'un numéro commun, d'un numéro de téléphone commun, d'une plateforme commune, d'une porte d'entrée un peu plus facile pour l'utilisateur ? Ça, c'est un point qui n'est pas facile au niveau national, hein, puisque avec le compte personnel de formation, on a fait une hotline, c'est-à-dire ce que vous appelez une plateforme nationale commune. On voit bien que dès qu'on arrive dans des problématiques de formation, de territoire, le niveau national a ses limites. C'est-à-dire que très très vite, on est obligé d'orienter sur un numéro vert d'une région, parce que forcément, quand il s'agit de financement de formation, les axes stratégiques du Conseil régional de Pays de la Loire ne sont pas les mêmes que ceux de Basse-Normandie, etc. Et la manière de monter un dossier n'est pas forcément la même. Donc de fait, à ce niveau-là, on atteint assez vite ses limites. Ce qui ne veut pas dire que dans le premier niveau, hein, dans le niveau d'information générique, la Caisse des dépôts, qui avait la hotline, a fait un très gros travail en ayant les titulaires, en leur expliquant comment initialiser leur compte, comment ça allait être crédité, voilà. Donc à ce niveau-là, tant qu'on est sur ce point d'information sur les droits, d'information sur ce qu'est le compte, d'information, etc., le niveau national est très pertinent. À titre personnel, je suis moins sûre que quand il s'agit de réaliser un parcours d'évolution, ce soit bien le niveau national le plus pertinent. Mais c'est pour ça que l'enjeu, c'est de trouver une dynamique entre les deux, entre effectivement l'accompagnement qu'on peut avoir au niveau national sur ses droits, en tant que salarié, en tant que demandeur d'emploi, et puis la manière de réaliser mon projet avec les acteurs du territoire. Oui. Je ne sais pas si c'est un numéro ou si c'est un chapeau qui intègre différents espaces intranet. En tout cas, voilà, je pense qu'effectivement, ce point-là est peut-être à travailler sur qu'est-ce qui peut être le plus simple pour une personne pour arriver justement vers le bon acteur ou le bon interlocuteur. Donc, de fait, peut-être éviter... C'est pas simple, hein, parce que de fait... on a souvent une approche de se dire
on fait un portail, 2 portails, 3 portails, 4 portails, et puis pour le titulaire, bah, qu'est-ce qui englobe l'information, quel est le bon relais? C'est un vrai sujet, ouais. Ouais. Qu'il soit téléphonique ou qu'il soit Internet. Ouais. Oui, bonjour. Dans la mise en place justement de ce dispositif, on voit donc qu'on a un conseiller en évolution professionnelle, d'accord? Donc un conseiller CEP, est-ce que lui va bénéficier à un moment en amont d'une formation ou voilà, est-ce qu'on prévoit quelque chose à ce niveau-là? Merci. Alors, c'est l'aspect professionnalisation, oui. Chacun des réseaux a prévu sa professionnalisation, la professionnalisation des conseillers qui vont délivrer le conseil en évolution professionnelle, hein, je précise, et aussi des managers de proximité en général. Hein, ils ont essayé de faire. Donc, chaque réseau a présenté au niveau national son projet. Hein, donc, ça a été même présenté en commission de CNEFOP. Donc certains l'ont déjà commencé, hein, et même pour certaines régions, quelquefois achevé. D'autres, pour des questions de négociation au niveau de la branche, ça sera en début 2016. Mais tous ont un programme de professionnalisation. Et voilà, donc effectivement, de fait. Alors, programme de professionnalisation à l'interne, c'est-à-dire que c'est effectivement les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, l'APEC, etc., qui prévoient l'aspect professionnalisation des conseillers, des consultants, etc. Et à la fois, je pense que vous avez vu, il y a aussi une réflexion sur la certification, en tout cas sur une formation externe de conseillers en évolution professionnelle. Et puis, bon, tout l'aspect communauté de pratique. Enfin, il y a des aspects qui... Je sais pas. je sais pas. Mais oui, de toute façon, de fait, effectivement, la professionnalisation, elle interroge forcément sur le contenu et puis je vais de où à où et à quel moment je passe le relais à un expert, que ce soit en interne ou que ce soit avec le bilan de compétences en externe. Hein, si j'ai pas moi-même la capacité d'avoir une approche par compétence, je vais aller effectivement la solliciter. Donc oui, effectivement, ces points-là sont tout à fait lié à ça. Mais par contre, on n'a pas contraint. C'est effectivement, on a demandé à chaque réseau de faire un état des lieux de là où il pensait en être, de prévoir les aspects de professionnalisation. Et je pense qu'on fera ensuite des points d'étape, hein, effectivement, par rapport à son approche, par rapport aux enquêtes clients qu'ils auront pu faire, par rapport à un certain nombre de points. On leur a laissé un peu la main là-dessus. D'autres Jean-Marc Viau, Société IFOR. Puisqu'on parle de bilan de compétences, je voulais revenir au petit livret que vous nous avez distribué. Page 27, il y a un point de vigilance qui indique que pour garantir l'impartialité du conseil en évolution professionnelle, un opérateur régional ne doit pas exercer une activité conduisant à la réalisation d'une action de formation, ni une activité de service conduisant à la réalisation de prestations externes. Donc l'APEC, par exemple, qui fait des bilans de compétences, devra interrompre cette activité, si j'ai bien compris. C'est un point de vigilance. L'APEC, c'est un opérateur national. Là, on parlait, c'est le petit paragraphe concernait les opérateurs régionaux, il me semble. C'est un point de vigilance qu'on a mis pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. De fait, effectivement, après, de fait, la vraie vie et la manière dont ça se décline dans les territoires. Donc, au niveau national, on a 5 opérateurs qui, effectivement, ont été désignés. Les conseils régionaux, les régions peuvent aussi désigner des opérateurs régionaux. Dans les débats avec les partenaires sociaux et dans les échanges, il nous a paru utile de mettre ce point de vigilance, de dire qu'effectivement, il faut éviter que la personne soit effectivement captive, ou en tout cas qu'effectivement, on ait le même opérateur qui fasse le conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences, la formation et le tout en un. Donc on a un petit peu mis en évidence ce point-là pour les points de vigilance. Vous avez vu qu'on l'a laissé en point de vigilance. Hein, donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais voilà, après, le fait que les consultants APEC aient une capacité d'avoir une approche par compétence, c'est plutôt bien pour le conseil en évolution professionnelle. Donc,
Après, Une dernière question peut-être avant de laisser la parole à Alain Ridard. Oui. Oui, bonjour. La question concerne le coût. Quel est le coût pour une personne? Est-ce que tout est gratuit? Tous les 3 niveaux sont gratuits? Tout est gratuit. C'est même la condition de mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. C'est le fait que ce soit gratuit du début à la fin. Ça a été posé comme ça par les partenaires sociaux. Ça a été repris dans la loi et je pense qu'effectivement, c'est une... Bon, le temps que Alain s'installe, juste une toute dernière question. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés sur les objectifs, la montée en charge du dispositif, etc. Du CPF ou du CEP? Du CEP, on est en train de les collecter là. Je vous ai dit, l'enquête flash a été... On a envoyé la demande le 25 novembre. Donc là, on a fait un point hier. On n'a pas encore j'ai pas encore les restitutions fiabilisées pour l'ensemble, mais voilà, ça monte en charge. Bon, en sachant, hein, comme je vous ai expliqué, que comme on monte en charge, hein, donc effectivement, les opérateurs font évoluer leur SI en parallèle pour mieux toper et mieux préciser dans leur SI la prestation en tant que telle. Enfin, c'est pas une prestation d'ailleurs. Le conseil en évolution en tant que tel. Mais cette enquête flash montre qu'effectivement, ça a déjà bien démarré. Après, je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Je pense qu'on aura plus de communication à un autre niveau que le mien. CPF, on a dépassé les 160 000 dossiers, à ma connaissance. Hein, voilà.